Bienvenue, Yohann Carrare, bonjour. Ici, on dit toutes les vérités. Partout, aujourd'hui, vous avez déposé les clés des cellules. Où vous en êtes? Très clairement, 4/5 des établissements sont complètement bloqués. Les surveillants ne travaillent pas. Voilà, c'est ça. Vous ne travaillez pas, donc vous êtes en grève. On est en grève, tout en sachant que nous n'avons pas le droit à la grève. Bah oui, vous êtes dans une situation d'illégalité. Oui, mais je pense que nous sommes arrivés à un moment où les personnels en ont ras-le-bol, très clairement. Et ils l'expriment maintenant par ce dépôt de clés. Il faut arrêter que les prisons soient dans cette insécurité. Voilà, il faut redonner de la sécurité au personnel, il leur faut redonner un statut. Mais 4/5 des prisons, ça représente combien de prisonniers? Très clairement, on est aux alentours des peut-être 50 000 détenus qui ne sont pas gérés actuellement. Oui, mais alors, qui nourrit, qui surveille les détenus, qui s'occupe de leur promenade, de leur parloir aujourd'hui? Eh bien, très clairement, on le verra au long de la journée. Nous, ce qu'on demande, c'est être reçu le plus rapidement possible. Sinon, effectivement, ce sera les forces de l'ordre qui vont venir. Vous allez être reçu, mais essayons de comprendre ce qui est en train de se passer. Là, vous dites que vous êtes en train de renoncer à travailler, vous ne travaillez pas. Ça ne s'est pas produit depuis combien de temps? 30 ans, 25 ans? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, pareil, nous avions connu comme ça des événements tragiques. Le décès de collègues, notamment, qui avaient du coup mobilisé tous les personnels. Et c'est ce qui se reproduit aujourd'hui, notamment avec tous ces attentats, tous ces faits graves qui se passent dans nos prisons. Ce matin, vous organisez la paralysie de 186 ou 188 établissements pénitentiaires de France. Oui, tout à fait. Là, clairement, nous sommes mobilisés, nous bloquons les établissements, nous refusons de travailler, nous ne voulons plus être mis comme de la chair à canon pour l'État devant la population. Est-ce que le mouvement s'achève ce soir, Yohann Carrare? Nous ne lâcherons rien. C'est simple, nous avons une plateforme revendicative qui est très claire et nous ne céderons rien là-dessus, notamment sur tout ce qui est sécuritaire et tout ce qui est reconnaissance des personnels. Et vous avez ajouté les salaires maintenant? Très clairement, oui. Oui, on va voir. Mais si vous dites, attention, réfléchissons bien. Vous dites, vous ne lâchez pas, etc. C'est-à-dire que le mouvement peut être reconduit cette semaine, jour après jour. Mais très clairement, et c'est ce qui se passe maintenant depuis 10 jours. Ça fait 10 jours maintenant que Force ouvrière est partie au combat. Ça fait 10 jours que nous sommes mobilisés, que tous les agents sont devant les portes, brûlent les palettes, refusent maintenant de travailler et nous ne lâcherons rien. Est-ce que vous vous rendez compte que face au gouvernement, c'est l'épreuve de force aujourd'hui ? Très clairement, on voit que maintenant, le sujet pénitentiaire est devenu un sujet politique. Et enfin, il est devenu. Ça fait des décennies, des gouvernements successifs... Oui, mais pourquoi ça tombe sur celui-ci? Pourquoi ça tombe sur Nicole Belloubet? Alors que ça fait 20-25 ans que tout le monde est indigné. Parce que le sujet pénitentiaire a toujours été un sujet de campagne qui a été bon à débattre, justement, pour faire parler, mais ça s'est arrêté là. Là, très clairement, on vit des moments tragiques. Les personnels sont à bout, ils se font agresser. On ne pense que maintenant qu'à une chose, c'est à tuer du personnel de surveillance. Donc, effectivement... On va se dire les vérités. Mais qui s'occupe alors des détenus? Pour l'instant, personne. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a personne. Ce sera certainement les forces de l'ordre qui rentreront dans les établissements. C'est-à-dire que vous, les CRS et l'armée? Très clairement. On va arrêter de subir cette politique de la demi-mesure. Voilà, c'est ce qu'on subit. Si vous me permettez, c'est un peu de chantage. Non, c'est pas du chantage. Quand j'ai des collègues qui se retrouvent pratiquement morts sur les coursives, il n'y a plus de chantage. Donc oui, maintenant on est devant les portes et on va aller jusqu'au bout. Et qui intervient? Qui va s'occuper d'eux aujourd'hui? On verra. Pour l'instant, nous, notre priorité, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Voilà. Jusqu'ici, les Français, Yohann Carrare, comprenaient vos difficultés et même vos revendications. Mais est-ce que vous croyez qu'ils vont accepter longtemps que vous, les agents de l'ordre, vous deveniez des agents du désordre? Moi, ce que je me pose comme question, c'est quel est le coût de la vie de quelqu'un et quel est le coût de la vie d'un personnel? Voilà, quand on parle qu'il y a plus de 4000 agressions par an physiques envers les personnels de surveillance, ce qui veut dire qu'il y a 15 agressions tous les jours, partout en France. Et il y a combien de détenus? Pour 70 000 détenus. C'est énorme et c'est condamnable. Chaque agression est condamnable et dans la mesure du possible, elle doit être punie. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de donner l'impression que vous êtes attaqué de toutes parts, tout le temps, tous les jours? Non. Les agressions sont quotidiennes. Nous, ce qu'on réclame, très clairement, c'est qu'on ait des moyens de se défendre. Il est plus acceptable aujourd'hui qu'un surveillant gère 100 à 150 détenus tout seul et a comme moyen de défense un sifflet. Il faut arrêter. Il y a un moment, dans les quartiers difficiles, il faut pouvoir être équipé de pistolets électriques, par exemple. Et ça, effectivement, C'est-à-dire des armes non létales. Mais oui. Pour votre sécurité. C'est
c'est toute une pénitentiaire à repenser, toute une conception à revoir, dans le sens où la prison doit redevenir sécuritaire. Emmanuel Macron vous a promis un plan pénitentiaire global pour la fin février ou le début mars. Oui, malheureusement, on entend beaucoup des plans qui vont arriver. On a entendu un livre blanc quand il y avait M. Urvoas. Maintenant, on entend un plan qui, effectivement, va être présenté au mois de février. Faites un peu confiance. On comprend que vous soyez sur les nerfs, vous soyez tendu, vous soyez angoissé. Et nous, avec vous. Mais aujourd'hui, Johan Carrard, les détenus sont calmes, sans les gardiens. Est-ce que vous imaginez qu'ils peuvent aller jusqu'à la rébellion ? C'est ce qui se passe actuellement. On l'a vu encore. Mais non, c'est des petits soulèvements. Ah, vous non, imaginez non. Un mouvement collectif. Alors, on a l'impression que pour éviter les mutineries, vous faites confiance dans la sagesse des détenus. C'est quand même inouï, ça. Vous savez quoi? Je préfère voir pour l'instant les agents en sécurité devant les portes plutôt qu'à l'intérieur et de se faire égorger. On va quand même rappeler Borgo, on va quand même rappeler Vendin-le-Vieil, on va quand même rappeler Tarascon. On a failli perdre des agents. Une question. Est-ce qu'il s'agit toujours de djihadistes ou de délinquants ou de droit commun? Parce qu'on dit les djihadistes. C'est vrai. Et que quelquefois, ils doivent manipuler des droits communs. Mais qui? Très clairement, on se retrouve face à des détenus radicalisés islamistes qui ne pensent qu'à une chose, tuer. Effectivement, c'est des prêcheurs, diffusent cette idéologie néfaste, meurtrière dans les prisons. Et pour l'instant, rien n'est mis en place pour pouvoir endiguer ces détenus. Mais il y a des chefs. Vous les connaissez, les chefs des djihadistes dans les prisons? Il y a toujours eu du Qaïda dans la prison pour quelque mouvances que ce soit. On l'a connu pour les Corses, on l'a connu pour effectivement maintenant les djihadistes. Mais on a beaucoup de mal à les repérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés maîtres dans la dissimulation. Si on arrivait comme ça à trouver toutes les têtes pensantes, c'est tout, le problème est réglé. Mais on va y revenir tout à l'heure. L'événement nouveau, c'est que cette nuit, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a décidé de reprendre aujourd'hui, ou de commencer à entamer aujourd'hui, des discussions avec les syndicats de la pénitentiaire à tour de rôle, l'un après l'autre. Vous n'allez pas ensemble. Alors non, et je me félicite maintenant qu'elle prenne le problème à bras-le-corps. On va enfin la rencontrer pour discuter des problèmes. D'abord, à 14h30, vous êtes invité, donc vous y allez. Ah mais très clairement. Nous, on réclame depuis le début du conflit à être autour des négociations. Force ouvrière, deuxième organisation la plus grosse de l'administration pénitentiaire, n'a jamais été conviée à la négociation. Mais quand vous n'alliez pas, c'est que vous ne vouliez pas y aller, qu'on ne voulait pas de vous. On n'a pas été invité pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait une plateforme revendicative ambitieuse. Excessive pour eux, mais nécessaire pour nous et les personnels de terrain. Donc elle vous reçoit pour la première fois. Tout à fait. Mais est-ce que vous êtes dans la situation où vous n'êtes pas en train de choisir vos interlocuteurs? Parce que les autres syndicats, UNSA et CGT, n'ont pas vu la ministre, mais ils se sont contentés de voir le directeur de l'administration pénitentiaire, qui s'appelle, je crois, Stéphane Bredin. Alors Bredin. Effectivement, le directeur de l'administration pénitentiaire avait été mandaté justement pour ouvrir ces négociations, mais que sur la sécurité. Donc comme nous avions effectivement une ambition sécuritaire, mais aussi une ambition salariale. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a un gros problème de recrutement. Pourquoi? Parce que Mais vous n'entendez pas le directeur de l'administration pénitentiaire? On n'a aucun contact avec ce directeur. Depuis qu'il est arrivé au sein de l'administration pénitentiaire, le directeur ne veut pas entendre parler de force ouvrière. Pourquoi? Parce que nous avons un discours de terrain, un discours de vérité, et c'est ce qui dérange. Vous allez donc au ministère discuter avec Madame Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Est-ce que vous allez renoncer au dépôt des clés? Très clairement, non. Non, pourquoi? Parce que depuis le début de ce mouvement, de toute façon, c'est écrit en gros sur tous nos communiqués, nous ne lâcherons rien. C'est clair. Mais c'est incroyable, mais ce que vous dites. Il faut quand même, se rappeler qu'on arrive à un point... Puisque la discussion, le dialogue s'engage, est-ce qu'il ne faut pas aussi renoncer à la pression et retrouver votre travail? Oui, cette pression pourrait être très vite relâchée si nous avions des signaux forts. Pour le moment, il n'y a rien. Donc la crise, elle n'aurait pas résolu ce soir? On verra. On verra. Peut-être qu'effectivement, il y aura une prise de conscience et des choses seront posées sur la table. Maintenant, on attend des engagements forts. Est-ce qu'il est vrai que Jean-Claude Bailly, le patron de Force ouvrière, est intervenu pendant le week-end auprès de l'Élysée et surtout auprès de Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe? Oui. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Bailly a bien compris que la pénitentiaire devait être mise au cœur des débats. Et nous avons heureusement le soutien de notre confédération là-dessus. Et donc vous dites que Jean-Claude Bailly est intervenu. Oui. Et ça a fait bouger les choses. Mais très clairement, il est inadmissible que Force ouvrière n'ait pas été conviée autour de la table des négociations.
est-ce que est-ce que vous accepteriez d'être renforcé par des surveillants venant du privé? Très clairement, la mission pénitentiaire, c'est une mission régalienne. Il faut arrêter de penser toujours à cette case du service public. Nous avons un savoir-faire. Il faut arrêter cette course à donner au tout le privé. Non, c'est pas possible. Ni les prisons privatisées, ni des surveillants privés, dit Johan Carrard de Force ouvrière. Est-ce que je peux me permettre de dire qu'il y a une unité syndicale aujourd'hui de façade? Vous n'allez pas main dans la main ensemble voir Madame Belloubet. Mais en même temps, vous êtes les uns et les autres en campagne électorale. Vous avez une élection le 6 décembre. On a l'impression que vous faites aussi sur le dos des citoyens du gouvernement, etc., votre campagne électorale pour renforcer vos positions. Non. J'ai dit, on se dit toutes les vérités. Il n'y a pas de souci. Nous, depuis le début, on a un discours de vérité. Et c'est pour ça qu'on est mis à l'écart. Quand on demande de la sécurité, quand on demande du salaire, pourquoi? Parce qu'il nous faut du recrutement. Nous n'arrivons pas à recruter. Donc effectivement, il y a comme ça des petites choses qui sont un peu lâchées à droite à gauche. Nous ne voyons pas les élections. Nous, ce qu'on voit, c'est que les agents doivent être en sécurité et avoir une meilleure vie demain. Alors, voyons les propositions de Nicole Belloubet. Elle prévoyait la création de 1100 emplois de surveillants en 4 ans, avec une première tranche cette année 100, l'année prochaine 400, et puis après, si j'ai bien compris, 300 et 300 jusqu'au quinquennat. Pour vous, c'est insuffisant? Mais clairement. On voit sur la direction interrégionale de Paris, c'est-à-dire une seule des 9 directions, il nous manque déjà 500 emplois. 500 emplois sur des établissements comme Fresnes, Alors, Fleury. vous réclamez quoi ce matin? Nous, on demande au minimum 2500 emplois très rapidement. Et toutes ces mesures sécuritaires qui sont proposées, il faut arrêter de partir sur des groupes de travail. On va discuter, on va voir que peut-être, non, on veut des lignes, on veut un protocole d'accord de mise en application et notamment revoir tout ce qui est statut. Nous demandons l'équivalence police pour notre statut, la catégorie B, la revalorisation des primes de nuit, etc. Pourquoi? Parce que nous pâtissons d'un gros problème de recrutement. Il faut savoir qu'il y a encore 3 jours, Oui, 70% des candidats ne sont pas venus. Ça montre vous dites clairement qu'il y a un souci. l'augmentation des primes de nuit. Les primes ou les salaires? La totalité, il y a une revalorisation statutaire, donc catégorie B, donc augmentation des salaires et effectivement de toutes les autres indemnités. Est-ce que vous avez, vous, chiffré le montant global de vos revendications sur les salaires? Alors, sur le chiffrage de l'ensemble de nos revendications est à 200 millions d'euros. Nous allons affiner... Qui a chiffré ça, vous? Bercy. Bercy. Bercy a déjà On vous l'a chiffré dit quand? Ce week-end. On vous a dit que c'était 200 millions. Et vous pourriez baisser, vous, dans la négociation? Ce qui est certain, c'est qu'on ne baissera pas dans tout ce qui touche la sécurité des personnels. Mais quel geste vous pourriez faire, vous? C'est sur les primes ou accepter? Parce qu'il y a un risque de contagion. Oui, mais on n'est pas sur une question de marchandage. Là, très clairement, nous sommes en danger. Il faut que la pénitentiaire se réforme. Donc là, on n'est pas dans un déballage de vendeurs de tapis, de savoir on vous lâche ça, on vous lâche... Non, non, non. Il y a des conditions. Nous portons les revendications du terrain et c'est là-dessus que nous nous battrons. Donc c'est Bercy qui vous a informé directement et par Jean-Claude Mailly que c'était 200 millions. Naturellement, le ministère de la Justice et Matignon sont au courant. Et vous estimez que s'ils ont chiffré les 200 millions, c'est une manière de vous dire c'est trop, ça peut être contagieux dans d'autres secteurs de la fonction publique, ou alors on peut vous les donner. Mais calmez-vous. On verra comment ça en découlera, mais ce qui est sûr, c'est que la pénitentiaire a été oubliée depuis tant d'années. Cette réforme pénitentiaire, il faut qu'elle ait lieu maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. Donc effectivement, il faut un signal fort, et je pense que, très clairement, la pénitentiaire est devenue une priorité, c'est tout. Oui, une priorité politique. La gauche, la droite ont toujours eu ce poids, ce handicap, et ils n'ont pas su régler ce problème qui est devenu un problème majeur, comme on le voit en ce moment. Vous dites des armes non létales. Est-ce que ça ne risque pas encore de créer des drames dans les prisons? Quand on parle d'un taser, c'est aussi un moyen d'éviter de rentrer en conflit. Quelqu'un qui voit que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a une arme potentiellement qui peut vous immobiliser. Vous y réfléchissez à 2 fois avant de venir attaquer la personne. Tout le monde, et depuis longtemps, s'indigne en effet de la surpopulation carcérale, en même temps de la dégradation des prisons. Quelle solution alternative vous avez? Est-ce que vous demandez plus de bracelets électroniques? Est-ce que vous demandez des peines
pour les petits délits hors des établissements? Est-ce que vous demandez que les magistrats soient moins sévères et qu'ils vous envoient moins de gens en prison? Quoi? Alors, on n'est pas là pour juger d'une peine, on est là pour l'exécuter. Maintenant, effectivement, les alternatives à l'incarcération peuvent être aussi un moyen de pouvoir éviter la case prison. Maintenant, en tout état de cause, il y a énormément de peines qui ne sont pas effectuées par problématique de manque de place. Et donc nous, il faut impérativement qu'il y ait une vraie ambition de construction de places de prison. Il faut arrêter. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça fait longtemps qu'on dit que ça prend du temps. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même commencer. Il faut arrêter d'avoir 3 détenus dans une même cellule. Il faut arrêter qu'un surveillant soit seul à gérer 100 à 150 détenus. Il faut arrêter comme quoi le surveillant doit avoir en même temps la casquette d'infirmier, de psychologue, de psychiatre, de pompier. Les métiers très difficiles. On le comprend, et en même temps des deux côtés, parce qu'il y a en même temps la situation des détenus qui doivent avoir eux aussi la dignité, et vous avez vos problèmes. Vous êtes à Fresnes depuis quand? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Et Fresnes, c'est 2600 détenus, et combien de cellules pour les djihadistes? On est sur un programme de 24 cellules. 24. Ce sont des djihadistes ou les plus durs, et ce qu'on appelle les radicalisés? Ce sont des détenus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, pour lesquels ils sont placés dans ce quartier pour une phase d'observation. Attention, observation. Donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là pour les accompagner vers une déradicalisation. C'est-à-dire qu'après, on peut les remettre dans les cellules avec 4-5. Voilà. Et Fleury-Mérogis, c'est 4300 détenus. Combien de cellules particulières comme ça là? Le double de la capacité de Fresnes. C'est-à-dire 50, 48, 50. Vous vous attendez à l'arrivée de djihadistes français aujourd'hui dans les prisons, qui sont arrêtés sur les lieux de combat, qui seront jugés et détenus en France. Est-ce que vous préféreriez, vous, qu'ils ne rentrent pas? Alors là-dessus, je n'ai pas spécialement d'opinion personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout état de cause, ils auront le choix de revenir. Et il va falloir quand même les accueillir. Et pour cela, il va falloir avoir des conditions de sécurité à mettre en place et aussi un vrai programme de déradicalisation. Donc c'est un problème qu'il faut traiter, pour lequel il faut des solutions. Et vous, Johan Carrard, vous préféreriez qu'ils soient incarcérés dans des centres différents, indépendants, si je comprends bien, mais tous ensemble? Ah oui, nous prônons ce qu'on appelle la classification des établissements, c'est-à-dire d'avoir des établissements à taille humaine, d'une centaine de places, où il y aurait effectivement les détenus les plus dangereux, pour lesquels on mettrait les moyens sécuritaires, notamment en termes de personnel. Loin des villes où Parce que ce seraient des bombes vivantes, ces établissements. Très clairement, si on y met les moyens sécuritaires, si on y met les équipes pluridisciplinaires avec des psychologues, des psychiatres, des imams aussi, il faut arrêter de s'autoproclamer prêcheurs dans les prisons. Et qui s'occuperait d'eux? Ce seraient des gardiens nommés ou des volontaires? Et bien formés d'ailleurs. Dans la mesure du possible, des volontaires, tout en sachant que nous avons toujours le choix de nos affectations, et encore heureux. Donc effectivement, il faut donc des agents volontaires pour effectuer cette mission, mais surtout des agents formés et équipés. Donc on voit tous les sujets qui vont être traités sur le plan pénitentiaire global, et à partir d'aujourd'hui, puisque Nicole Belloubet vous reçoit, est-ce que vous avez l'impression que c'est un gouvernement qui s'adapte ou qui doit vous céder, qui recule? Vous savez, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Vendin-le-Vieil la semaine dernière, on a vu une ministre 4 jours après les drames qui a pu se produire là-bas. Donc effectivement, on voit que ça tâtonne, on ne sait pas trop. La question pénitentiaire, est-ce que Mme Belloubet veut en faire une priorité? On ne le sait pas. Enfin voilà. Et nous attendons des réponses. C'est le gouvernement, mais pourquoi la cibler elle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, alors c'est un problème qui remonte à 25 ou 30 ans. Les surveillants, vous l'avez démontré, Johan Carr, sont aujourd'hui mobilisés pour maintenir la pression sur le gouvernement. J'ai envie de dire, à quelles conditions vous reprenez votre travail? Vite et sans tarder et utilement. Très clairement, la sécurité. Il faut impérativement que les agents puissent travailler en toute sécurité, avec des moyens de défense, et surtout qu'il y ait une réelle revalorisation de notre salaire. Le dialogue commence vraiment aujourd'hui. Et surtout, il faut du dialogue. Un dialogue qui est rompu depuis des mois par le directeur de l'administration pénitentiaire, et ça, ce n'est plus possible. Merci d'être venu, Johan Carrard. Bonne journée. Demain, matinée spéciale. Tout se passe, vous le voyez, sur CNews. Demain, je recevrai à 7h30 Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Et à 8h13, 14, Gilles Simoni, le président de la Corse, qui est reçu aujourd'hui par le Premier ministre. Merci d'être venu. Merci.